Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie ? Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être que vous réfléchissez depuis des années à changer de vie ou peut-être n'y avez-vous jamais pensé, mais que l'idée va germer dans les minutes qui viennent en écoutant cette émission. Peu importe, vous êtes tous les bienvenus dans la France bouge spéciale Et si on changeait de vie ? Changer de vie, la plupart du temps, c'est une décision très personnelle, une envie qu'on a au plus profond de soi. Et puis parfois, c'est un rêve qu'on vit à deux, en couple. Pour en parler aujourd'hui dans la France bouge, j'ai la chance d'être avec Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole et bonjour à tous. Adèle, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, spécialisée dans le changement de vie. Et vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, produit par Europe 1 Studio, dont on va écouter de larges extraits. Merci d'être avec nous Adèle. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'écouter le témoignage de Salomé, qui parle souvent de son mari Pierre, vous allez l'entendre, parce que c'est ensemble qu'ils ont décidé de tout plaquer pour ouvrir un supermarché pas comme les autres. Mais changer de vie à deux, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué ? Quels sont les secrets pour y arriver sans divorcer ? Et est-ce que ça peut marcher aussi avec un frère, une sœur, un meilleur ami ou des parents ? On va se poser ensemble toutes ces questions. Et on essaiera de vous apporter des réponses, de vous donner des conseils avec notre experte du jour, Karel Herzog. Elle est la directrice d'un programme d'incubation de start-up, des candidats au changement de vie. Elle en accompagne tous les jours. Vous êtes la bienvenue dans la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Mais avant cela, donc, je vous propose d'écouter le témoignage de Salomé. Salomé, elle a la trentaine. Et elle a déjà changé de vie plusieurs fois, vous allez l'entendre. Elle a changé de ville, changé de métier, changé de statut, mais elle a gardé le même homme dans sa vie. Surtout, elle a réussi à l'embarquer avec elle dans une aventure peu commune. Et l'histoire de Salomé commence comme ça. J'avais une passion qui était pendant toute mon adolescence et mon enfance qui était très forte. J'étais amoureuse, on va dire, de la danse. Donc pendant des années, en fait, je dansais beaucoup. C'était ma passion, je voulais devenir danseuse. Donc je dansais 20 heures par semaine. Voilà, j'essayais de cumuler ça avec mon lycée et avec mon collège, avec des petits passages que j'ai pu faire en sport-études également. Voilà, donc c'était une période assez intense et on va dire très concentrée sur cet objectif-là d'arriver à en vivre jusqu'au jour où, quand j'ai eu 16 ans, en fait, je me suis blessée. J'ai dû arrêter de danser pendant quelques mois. Et bon, à l'époque, comme en tout bon passionné, tu te blesses, tu continues de danser sur tes blessures, t'écoutes pas ce que te disent les médecins, ni ce que te dit ta famille, voilà. Et donc, ce qui fait que, au moment que j'ai repris, je me suis aussi aperçue que mon corps allait pas réussir à suivre, parce qu'en fait, je pense que je l'avais un peu trop abîmé sur le moment. Et puis, voilà, donc c'est une passion à laquelle j'ai dû, on va dire, renoncer quand il y a eu le moment de faire un choix, en fait. Est-ce que j'en fais une carrière professionnelle ? Est-ce que je fais autre chose maintenant ? Et j'ai eu conscience que je pense que mon corps n'aurait pas tenu. Et puis, je pense que j'étais titillée par l'envie aussi de faire autre chose, de rencontrer un autre milieu. J'étais curieuse, en fait. J'avais un champ de possibles quand j'ai eu mon bac en poche. Et je me suis dit, il y a certainement 1 million de choses à découvrir. Et qu'est-ce qui va pouvoir t'ouvrir des portes ? Qu'est-ce qui va pouvoir te faire rencontrer du monde ? Et c'est pour ça que j'ai eu envie de passer. Alors, comme j'étais quand même un petit peu forcenée, très passionnée et très, très bosseuse, du coup, c'est ce que m'avait apporté la danse pendant des années. Je me suis dit, Sciences Po, ça a l'air bien. Oui, elle aime travailler dur, en effet. Et au bout de quelques années, Salomé obtient donc son diplôme. Et son tout premier emploi, c'est un poste avec des responsabilités. Elle devient directrice d'une maison de retraite. C'est un beau titre, à 23 ans à peine. Et donc, j'ai été tête baissée là-dedans, sans trop me poser de questions. Et surtout, sans trop me demander si fondamentalement, c'était ce que j'avais envie de faire. Je me suis mise à bosser comme une dingue parce que ça nécessite de bosser comme une dingue. C'est beaucoup de responsabilités. Vous managez des gens qui ont 3 fois votre âge et tout ça. Donc, il faut se mettre dans une certaine posture. C'est très classique. Et là, je me suis complètement oubliée, je pense, à ce moment-là. En fait, je bossais 70 heures par semaine, je dormais plus parce que j'étais d'astreinte tout le temps, que c'était un EHPAD en démarrage, donc il y avait beaucoup de boulot. Mais comme je suis très perfectionniste et que je voulais bien faire les choses, c'était très important pour moi.
Et puis voilà, puis il y a tous les gens autour de vous qui vous disent mais accroche-toi, c'est un titre, c'est hyper bien, c'est un CDI. Enfin, voilà, c'est voilà tout ce qu'on peut entendre très classiquement sur la stabilité que ça peut apporter. Voilà, sauf que ça m'a apporté, moi, à l'évidence, une stabilité, on va dire, financière, mais en termes de stabilité émotionnelle, on n'y était pas du tout, quoi. Ça n'allait pas du tout. Je sentais bien qu'il me manquait vraiment quelque chose. Voilà, puis franchement, à 23 ans, les gens qui m'appelaient madame à longueur de journée, je me disais, mon Dieu, tu es en train de... ça va pas le faire. Donc voilà, je me suis dit, je pense que ça va pas me convenir. Donc au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, bah ça va. J'ai donné et j'ai tout lâché. Et à partir de là, c'est quand même assez libérateur parce que je pense qu'on se fait un gros truc de la question du titre et de l'image sociale qui peut aller avec. Et en fait, quand tu lâches ça parce que tu te rends vite compte que ça n'a pas d'importance, bon ben, tu te dis, bon, j'ai quand même un autre champ des possibles qui s'ouvre à moi. Alors le jour où j'ai lâché, je rends les clés, je rends le téléphone d'astreinte qui est absolument le moment le plus libérateur de rendre ce truc qui me pourrissait la vie. Bon voilà, après j'ai aussi dormi pendant une semaine non-stop, tellement j'étais fatiguée des 2 dernières années, mais je me suis vraiment sentie libre en fait, profondément à ce moment-là. Mais après ça, Salomé n'a pas de plan précis en tête. Alors elle finit par repartir à la recherche d'un métier qui lui donne avant tout un sentiment de sécurité. Et elle décide d'entrer dans la fonction publique. Je me disais, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir du temps pour eux, enfin, voilà, des choses très classiques aussi, hein, et qui m'apparaissaient importantes. Et je pense que j'étais à une période de ma vie où aussi, j'avais quelques soucis de santé, plein de choses qui vous font vous sentir en insécurité. Et tout ça cumulé, on retombe très facilement dans le travers le travers qui est, pour moi en tout cas, d'une voie toute tracée, quoi. Parce que quand on sait pas quoi faire, on se pose pas toujours les bonnes questions, je pense. Et donc, on va tête baissée dans les premières opportunités qui peuvent arriver. Donc là, j'ai fait la première erreur, je trouve, qui était plutôt que de prendre ce temps, justement, où il se passait rien, et de le mettre à profit pour réfléchir, en fait, à ce qui pouvait me plaire. Je me suis dit, ah non, surtout pas. Vite, vite, trouve quelque chose, trouve-toi... Et c'est beaucoup une question de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cette stabilité. Ils ont l'impression que c'est une forme de stabilité émotionnelle que de savoir ce qu'ils vont faire le coup d'après. Et du coup, ce serait rassurant. Donc, j'ai passé ce concours que j'ai eu. Je me disais, c'est bien. Là, voilà, c'est bien. J'ai un plan. Je suis à ma place. Je vais pouvoir... je pense qu'on se cherche plein d'excuses. Moi, je me disais, mais c'est bien, le service public, c'est mettre son talent aussi au service de l'intérêt général. Et je pense que, fondamentalement, il y a plein de jeunes qui arrivent là-bas et qui en sont convaincus. On passe pas un concours de fonctionnaire juste pour se dire, enfin, ça, c'est pas vrai, pas les jeunes d'aujourd'hui. On se dit pas, je vais me planquer dans un bureau pendant 40 ans et rien faire. On arrive tous avec une forme de motivation, je pense, avec une forme d'envie, avec de changer les choses, de voir comment on peut avoir un peu d'impact. Et donc là, arrive la période de nos premiers stages. On m'a affectée dans un truc... alors, je crois que c'était la direction départementale de la sécurité routière, un truc comme ça. Donc là, déjà, quand je vois l'intitulé du stage, je me dis, waouh, va falloir y aller pour t'auto-convaincre que t'es à ta place. Là, tu vas ramer, mais tu vas peut-être y arriver. Mais vas-y, va chercher au fond de toi l'argumentaire. Mais on arrive toujours à garder la face par rapport à ça et à tordre dans tous les sens, voilà. Et je suis arrivée dans ce service, et là, pour moi, ça a été terrible, quoi. Tout était, en fait, particulièrement étriqué. En termes d'image, c'était dans des longs couloirs. Voilà, on avait l'impression qu'on ne voyait pas la lumière autour. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, en fait, qui avaient perdu leur flamme, quoi. Et je suis sûre qu'ils n'étaient pas comme ça, parce que quand ils arrivent à l'école, les jeunes ne sont pas comme ça. Donc comment ça se fait que... Voilà, mais ils avaient complètement perdu leur flamme, ces gens. Ils avaient l'impression d'avoir aucun moyen pour travailler, qu'ils avaient aucun impact, et que malgré le fait qu'ils s'investissent dans leurs sujets respectifs, ils n'avaient aucune prise. Donc en fait, ils étaient complètement découragés. Et je me rappelle d'une de mes copines de l'époque qui m'a dit, quand je lui ai parlé de mes interrogations, qui m'a dit « Non, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le rêve de personne. » Et là, je me suis dit, waouh, mais t'as 25 ans, quoi. On peut pas se dire, c'est le rêve de personne, ce que je suis en train de faire. Le rêve de personne. Et donc, Adèle, c'est là qu'elle a le vrai déclic. Oui, là, ça y est, c'est son vrai changement de vie qui commence à ce moment-là. Et elle se lance dans un
tout autre domaine, vous allez voir. Elle décide de créer un supermarché qui ne vend que des produits zéro déchet et sans emballage. Elle appelle ça un drive tout nu. Et donc c'est à ce moment-là que l'aventure devient une affaire de couple. Au départ, j'avais dit à Pierre, très bien, toi tu fais le projet à fond, là, le drive tout nu, et moi je vais garder mes week-ends et puis mes soirées pour t'aider. Et je pense qu'à un moment, le moment qui a été vraiment clé pour partir et pour me dire j'y vais, je lâche tout et je décide de me consacrer à mon projet, ça a été de me demander à la fin de l'année, finalement, qu'est-ce que tu vas préférer avoir vécu? Qu'est-ce qui te permettra de dire j'ai réussi mon année? Parce qu'on trouve tous des petites solutions, on va dire de bricolage, à se dire je peux essayer de changer un peu le monde sur mes samedis, je peux essayer de changer un peu de monde sur mes soirées. Et en fait, voilà, quand il y a une profonde envie, au bout d'un moment, faut lâcher le truc. Donc il y a eu un coup de fil très précis avec un ami que j'ai appelé et je lui ai posé la question. Je lui ai exposé tout ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas préférer avoir vécu, Salomé, si tu te retournes dans 5 ans? Tu préféreras avoir fait, certes, tu auras un parcours où tu auras certes eu 5 ans avec la sécurité de l'emploi, un job qui te correspond à moitié, ou avoir essayé un truc. Il n'y avait aucune garantie que ça allait marcher, mais au moins essayer une aventure nouvelle avec la personne que t'aimes et dans un environnement de gens qui t'apparaissent beaucoup plus raccord avec qui t'es. Bon, posé en ces termes-là, c'est sûr, ça paraissait simple. Donc voilà, là je me suis dit, vas-y. Je me sentais libre. C'était génial. Le moment où j'ai décidé de tout lâcher, et c'est extrêmement libérateur en fait. Parce que là, on peut... Le jour où où j'ai fait ce choix, Pierre m'a dit une chose qui était très forte. Il m'a dit, ce choix, tu le fais, mais je veux plus jamais t'entendre revenir dessus, en fait. C'est un vrai choix de vie, c'est un choix de vie très fort. Il y a un vrai avant-après, parce que quand on renonce à une sécurité de l'emploi à vie, en fait. Donc, il y a un vrai avant-après. Et il m'a dit, il faudra jamais le remettre en question, il faudra jamais le rediscuter. Et à partir de là, c'est hyper libérateur parce que vous pouvez que vous dire, en fait, là maintenant, ce qui m'attend, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, et c'est hyper décomplexant. Parce que du coup, on se dit, de toute façon, j'ai zéro sécurité, zéro assurance financière particulière, donc à part y aller, je vois pas trop ce qui peut se passer qui soit grave. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout ça, on se fait souvent un monde de changer, et en fait, c'est... Quand on réalise que le choix n'appartient qu'à soi, il y a un côté extrêmement simple, je pense. Donc je me suis sentie très libre, très heureuse, très contente, et avec une ouverture, encore une fois, avec une ouverture des possibles. Sauf que cette fois, je me suis dit, cette ouverture-là, là, tu te sens à ta place. C'est-à-dire que tu es sur un projet qui répond à un besoin social qui te tient à cœur. Tu le fais dans un environnement qui te plaît, c'est-à-dire avec des gens qui t'inspirent, dans un cadre qui en tes termes, avec un profond sentiment de liberté. Et ce sentiment-là, que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis promis de toujours le réfléchir, de toujours le garder près de moi, même quand ce serait difficile, parce que franchement, après, des moments difficiles, il y en a plein, hein, c'est pas tout rose. J'ai pas... depuis ce moment où je suis partie de la fonction publique, il y a eu 1 an et demi, il s'en est passé des trucs et des moments géniaux comme des moments plus compliqués. Mais par contre, j'ai jamais remis mon choix en question parce que toujours, à chaque fois, je me rappelle ce moment très fort où je me suis dit, voilà, là, t'es à ta place. Alors évidemment, Adèle, on a envie d'avoir des nouvelles de Salomé. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est devenu son supermarché, son drive tout nu? Alors, elle va très bien et le drive tout nu va très très bien. Au moment de son témoignage, il n'y avait qu'un seul drive tout nu qui était ouvert à Toulouse. Aujourd'hui, il y en a déjà 2 nouveaux qui ont ouvert l'année passée et il y a 2 nouvelles franchises qui vont se créer cette année, dont un à Lille. Elle reçoit, mais je ne sais pas combien, je crois qu'elle m'a dit plus de 1200 demandes juste en 1 an de personnes qui veulent créer des drives tout nus un peu partout en région. Conseil, donc Exactement, qui lui disent, voilà, est-ce qu'on peut créer des franchises, est-ce qu'on peut faire la même chose? Donc il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Donc voilà, ça marche hyper bien. Il y a 21 personnes maintenant dans l'équipe ils mènent leur barque. C'est une vraie petite entreprise, tout à fait, incroyable. Tout à fait. Bon, et alors désolée pour cette curiosité, mais dans sa vie personnelle, ça va bien aussi avec Pierre?
Ça va hyper bien avec Pierre. Non mais franchement, ils sont presque énervants tellement ils vont Ils rayonnent de hyper bien, bonheur. tellement ils rayonnent. Voilà, c'est le couple qui rayonne. Non, et ça va toujours aussi bien, évidemment, dans leur vie perso et en tant qu'associés. Elle me disait, voilà, on continue de le prendre comme une chance de vivre ça ensemble. Et en fait, elle aurait trouvé ça plus difficile qu'ils ne vivent pas la même chose qu'elle, qu'ils ne puissent pas partager en fait toute cette aventure entrepreneuriale où évidemment la porosité entre le pro et le perso devient de plus en plus fine. Et puis alors, il y a un petit Joseph qui est arrivé. Voilà. La famille, ils ont trouvé le temps d'avoir en plus Ils ont trouvé enfant, le temps, de voilà. l'élever. Exactement. Il a 1 an et demi et elle me dit c'est le meilleur testeur de nos produits parce que les enfants ne mentent pas. Donc voilà, faites des enfants si vous devez tester des produits, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'elle en pense de cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle ? Et évidemment, c'est toujours, enfin le challenge est encore plus grand qu'avant puisqu'avec un enfant, il faut pas seulement garder du temps pour son couple, mais en plus, il faut garder du temps avec l'enfant. Mais franchement, ils s'en sortent hyper bien. Ils ont même de nouveaux projets puisqu'il y a 4 nouveaux drive-to qui vont être lancés en 2022. Et il y a aussi le projet d'un deuxième petit bébé. Un deuxième Mais oui, projet. Mais en tout cas, projet. ils Il est se pas là disent, encore. voilà, ça suffisait pas, on va ouvrir 4 nouveaux supermarchés et un autre bébé. Et alors, ça veut dire qu'on peut l'appeler Salomé si on a envie d'avoir des conseils, si on a envie aussi d'ouvrir un drive tout nu ? Alors, tout à fait. De toute façon, c'est vraiment le modèle. C'est qu'il y a des personnes, c'est le modèle de franchise. Si des personnes veulent ouvrir des drive to nu, il y a une candidature. Alors, il y a tout un processus, évidemment, de sélection. L'adresse du site sur lequel on peut trouver tout ça ? drivetonu.org. Voilà, vous pouvez aller voir. Et il y a toutes les informations. Donc, elle vous répond pas en direct tout de suite parce que voilà, elle doit être entre un biberon et des bocaux d'haricots. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment le modèle. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas. C'est intéressant pour changer de vie, la franchise, parce que c'est pas forcément complètement sécurisant, c'est pas notre entreprise, on dépend d'un groupe. Oui, et à la fois, justement, on rentre dans On n'est pas seul non plus. On n'est pas seul, et il y a tout un ensemble de process, de méthodes, les contacts fournisseurs, etc. Tout un travail quand même qui a été fait, puisque quand on fait une franchise Drive to Nu, on a comme un kit de création d'entreprise. Il y a tous les apprentissages de Pierre et Salomé qui nous sont livrés. Donc ça peut être au contraire une super idée. C'est à la fois entrepreneurial tout en bénéficiant de plein d'apprentissages. D'être accompagné. Le fait de monter le Drive to Nu en couple avec la personne que j'aime, c'est vraiment magnifique. C'est une superbe aventure. C'est plein de challenges. Alors, ça, c'est très rigolo aussi parce que quand j'ai décidé donc du coup de quitter mon poste dans la fonction publique pour monter le Drive to Nu, j'ai aussi dit donc du coup j'allais le monter avec Pierre. Donc déjà partir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça paraissait dingue, mais pour aller entreprendre en couple, alors les gens m'ont dit mais vous êtes complètement tarés. Donc mais on s'est dit pourquoi pas. Enfin il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Et du coup, on s'est mis des règles très simples sur notre équilibre entre notre vie pro, notre vie perso. On existe dans notre Drive to Nu, on existe en dehors du Drive to Nu en tant que couple. Je pense que dans les règles que je peux donner, c'est vraiment on va dire, répartir très clairement les tâches de chacun. Ça, c'est une première règle. Et c'est la plus importante pour nous. C'est très important que chacun ait le pouvoir de décision sur son domaine. Alors ça n'empêche pas l'un et l'autre de donner l'avis respectif. Quand Pierre a construit une gamme avec 70 bières sur 200 produits, je lui ai dit peut-être que tu exagères un peu, qu'il faudrait élargir. Et pareil, quand des fois je fais des trucs qui lui semblent insensés, il me le dit. Par contre, on a un pouvoir respectif, un veto chacun sur son domaine et un pouvoir de décision. Ça, je pense que c'est très important. Ça évite de se marcher sur les pieds, ça évite les incompréhensions. Ça, c'est bien. Et après, il faut essayer, et je dis bien essayer parce que franchement, nous, c'est pas parfait, hein, c'est un équilibre qui bouge tout le temps, de se garder des moments où on existe en dehors de ça. De se garder des week-ends, de se garder des soirées. Donc nous, on a nos jeudis du love, on appelle ça, où tous les jeudis soirs, on essaye de se garder un moment à nous. Donc c'est un apéro, c'est un resto, mais voilà, on n'en parle pas. Et au moins... pas toujours le cas en ce moment, mais parce qu'on court beaucoup depuis l'ouverture, mais au moins un jour de week-end. Je la trouve formidable, cette idée des jeudis du love. Adèle,
C'est un super conseil à retenir, non? D'ailleurs, même si on travaille pas en couple, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis alors, on sent leur talent marketing. Appeler ça jeudi du love, tout de suite, ça donne envie. Ouais, trop fort. Non, c'est une super idée et c'est vraiment quelque chose qui est très important de se définir comme ça des espaces-temps dédiés précis. Et j'avais un super exemple comme ça d'une femme, parce que eux, ils sont mariés, c'est des jeunes mariés. Et j'ai un autre exemple de Stéphanie qui était mariée depuis 25 ans, elle, et qui, pareil, entreprend avec son mari. Et eux, ils se font toutes les 6 semaines comme ça, un temps de débrief, en fait, des 6 semaines en se disant qu'est-ce qu'on a aimé ou non pendant ces dernières semaines de notre couple, qu'est-ce qui nous a manqué. Donc, et un rendez-vous aussi, il n'y a pas de nom particulier. Alors non, ils n'ont pas fait de marketing, eux. Ils sont plus pratico-pratiques. Et voilà, et elle me donnait un exemple hyper précis, elle disait ces 6 dernières semaines, on n'a pas assez dansé, et du coup, on s'est fait une soirée tango. Voilà, des choses hyper concrètes comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment une idée à donner, mais à tous les couples en réalité. Tout à fait. Et alors, les jeudis du love, ça continue à fonctionner pour Salomé et Pierre avec les enfants, tout ça? Alors, ça continue, évidemment, entre l'année Covid plus la naissance de l'enfant. Sûr. Honnêtement, elle m'a dit, il y a eu des semaines où c'était un petit peu dur. Voilà. On a raté quelques jeudis du love. Exactement. Il a fallu un peu revoir la charte. Mais voilà, elle me disait, là, on commence vraiment à se retrouver des moments à deux. Et puis, comme on peut ressortir aussi, ça leur permet évidemment d'en profiter. Puis alors j'aime bien aussi ce deuxième conseil qu'on entend dans le témoignage de Salomé, se répartir les tâches. Attention, c'est pas forcément les stéréotypes, la femme fait la partie comptabilité et l'homme les lourdes tâches, mais c'est aussi, elle dit, avoir le pouvoir de décision sur sa partie. Ça, c'est important pour éviter les engueulades, non? Exactement, oui. Elle parle de pouvoir de veto. Donc c'est hyper important pour, en fait, exprimer ces zones de talent, les zones où on va se sentir vraiment briller et avoir le pouvoir décisionnaire. J'avais comme ça Camille et Thomas qui sont aussi un couple entrepreneur qui ont monté un écolieu et ils me le disaient, ils avaient un très jolie expression, ils disaient ça nous permet de nous faire grandir mutuellement et de recevoir aussi, c'est important, des compliments à titre personnel, que ce soit pas juste le couple, mais voilà, là c'est Salomé qui est bonne là-dedans et Pierre dans une autre tâche et ça c'est important aussi pour la reconnaissance personnelle. Mais c'est aussi de savoir qui donne le final cut. Si on n'est pas d'accord, on sait que c'est lui ou elle qui tranche sur sa partie. Tout c'est à fait. important ça. C'est hyper important et encore une fois, on a tous besoin à la fois d'être décisionnaire et d'avoir de la reconnaissance individuelle et pas seulement en binôme. En couple. Vous êtes bien dans La France Bouge. On parle aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, de changement de vie avec Adèle Gallé à mes côtés, la voix que vous entendez dans le podcast L'Envol. Et nous avons le plaisir de se recevoir aujourd'hui dans ce studio notre experte du jour, Karel Herzog. Bonjour. Bonjour Carole, bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous êtes la directrice d'un programme d'incubation de start-up qui s'appelle Make Sense et vous accompagnez donc des hommes, des femmes, des couples qui sont en train de changer de vie. Karel Herzog, excusez-moi, il n'est pas simple à prononcer maintenant. On vient d'entendre le témoignage très positif de Salomé qui a changé de vie avec son mari, Pierre. Alors, je mets tout de suite les pieds dans le plat. D'après votre expérience, est-ce vraiment une bonne idée de changer de vie à deux? C'est une bonne question. Effectivement, il y a, comme Salomé le dit, il y a des vrais avantages. En fait, on entreprend avec quelqu'un qu'on connaît très bien, donc on est aussi beaucoup plus à même de prendre des décisions rapidement, de comprendre aussi ce que la décision de l'autre sans qu'il ait besoin de le dire. De la même manière, moi je le vois sur un autre projet qu'on a accompagné qui s'appelle We Dress Fair, donc un select store de marque de mode responsable. Marie, donc la fondatrice, nous disait en fait à deux, vu qu'on est en couple et vu qu'on entreprend ensemble, on va 3 fois plus vite. Parce qu'en fait, on a l'occasion d'en discuter le soir, on a l'occasion d'en discuter le week-end. Et du coup, on peut avancer très rapidement sur notre projet. Et de la même manière, elle me disait aussi, en fait, on est complémentaires en tant qu'associés, parce qu'on est complémentaires dans notre vie de couple. Et du coup, naturellement, c'est aussi beaucoup plus simple de comprendre et de trouver ces complémentarités. Et aussi, ça réénergise énormément. Parce que quand on entreprend avec quelqu'un qui est aussi important pour nous, en fait, naturellement, quand cette personne ne va pas bien, on a aussi vraiment l'envie de la porter et de reprendre ses sujets. S'il y a des moments où, voilà, comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des moments de mou, et du coup, d'être capable de reprendre à ce moment-là ses sujets et de l'aider. Il faut que l'autre soit bien à ce moment-là aussi. Effectivement. Mais en tout cas, on fait encore plus l'effort d'aller bien quand l'autre personne avec qui on partage notre vie, notre projet, elle ne va pas bien. Mais par contre, dans l'autre sens, effectivement, il y a des nombreuses limites et surtout difficultés à entreprendre en couple. La première, Salomé le dit très bien dans son témoignage, on passe 100% du temps ensemble. Donc ça veut dire monter un projet ensemble, ça veut dire rentrer chez soi et passer du temps ensemble. Et en fait, très naturellement,
ils ont tendance à parler de leur projet tout le temps. Et en fait, ça peut être très Notre naturel. vie ne tourne plus qu'autour de ce projet, d'où C'est ça. l'importance des jeudis du Love. Le couple dont Exactement. vous parlez, ils ont autre chose? Exactement. Ils ont leur petit truc à eux? Alors, eux, pour le coup, ce qu'ils ont, c'est très marrant parce qu'ils ont appelé Salomé et Pierre pour demander des conseils 2 ans après la création de leur projet, quand ils se sont rendus compte que voilà, c'était le moment pour mieux travailler leur vie de couple. Et eux, c'est de dire, on ne ramène pas de travail à la maison. On peut travailler beaucoup plus tard au boulot si on a besoin, mais on ne ramène pas le travail à la maison et on ne Mais on en parle parle pas. quand même à table. Et ben vous dites Et qu'ils en parlent à table. On en parle à table, mais on n'en parle pas dans la chambre. Ah Et c'est se d'accord. dire, la chambre Ils est ont le changé lieu de l'espace-temps. couple. Voilà, on laisse notre ordi, on laisse notre téléphone et on ne parle pas à ce moment-là. Et alors, une autre limite quand même très importante, potentiellement, c'est la limite financière. Parce qu'en fait, quand on entreprend et que notre conjoint peut subvenir à nos besoins, généralement, c'est un vrai plus. Et on a eu pas mal de cas comme ça dans l'émission. Là, en fait, le risque financier, il est partagé. Alors, comment ça se passe ? Ouais, c'est un vrai sujet et encore plus dans le cadre où ils ont des enfants. Moi, je pense que c'est une question à se poser tout de suite. Nous, en tout cas, on accompagne beaucoup les entrepreneurs à se poser la question dès le début, de dire en fait, si malheureusement le projet prend plus de temps à trouver son modèle économique et qu'il y a un moment donné, on doit subvenir à nouveau à nos besoins, qui reprendra du boulot et à quelle échéance ? J'ai notamment suivi un projet qui s'appelle United School, qui crée un réseau de partage de pratiques éco-citoyennes entre écoles. Et donc, c'est un modèle dans l'éducation, qui sont des modèles économiques qui prennent plus de temps à se trouver. Et ils ont parlé dès le début de si on ne trouve pas notre modèle en 1 an, en 2 ans, le moment où Si notre c'est pas chômage s'arrête. rentable, si Voilà, on ne gagne pas exactement. notre vie avec tout ça. Exactement. Et du coup, en fait, ça a été le moment où ils ont dû prendre ce choix. La discussion était très sereine parce que les bases étaient déjà posées. Et du coup, elle a repris du boulot. Lui a continué à se donner au projet, sur Elle le a projet repris à du fond. travail dans quoi? Elle a continué dans l'éducation. Pour le D'accord. coup, c'est une vraie passion et du coup, ils ont continué là-dedans. Et alors, comment savoir si c'est un projet où chacun va s'épanouir? Est-ce que vous avez aussi là un truc à nous donner, des conseils que vous donnez, vous, aux personnes que vous suivez? Oui, je pense que de la même manière, c'est vraiment se poser les bonnes questions au début. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est normal. Et je pense que c'est une vraie question à se poser de est-ce que cette vie me convient et est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Au-delà de ça, c'est aussi se poser la question que nous, on leur pose de manière très transparente, c'est qu'est-ce qui te ferait arrêter ton projet? Et en fait, se poser ces bonnes questions au fur et à mesure et se les reposer régulièrement fait que quand naturellement, tu t'épanouis un peu moins et ça peut arriver dans le projet, en fait, tu vas créer des espaces d'échange pendant lesquels tu peux vraiment amener ce sujet-là. Et je pense que c'est très important de formaliser les espaces d'échange et de se dire en fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on va se poser, on va échanger autour de nos doutes, des sujets de communication sur lesquels on n'a pas bien réagi forcément, par exemple à un sujet donné, et du coup pour pouvoir vraiment continuer à s'épanouir de cette manière-là. Et alors, quand on entreprend en couple, est-ce que vous pensez que c'est encore plus important de se poser cette fameuse question du sens de ce que l'on fait? Oui, complètement. Je pense que le sens, en fait, prend plein de, justement, sens différents en fonction des personnes. Mais en tout cas, ce que je pense qui est important, c'est vraiment de se poser la question du sens commun, de pourquoi, en fait, nous deux ensemble, le sens qu'on trouve chacun se réunit à travers ce projet et pourquoi est-ce qu'on porte cette ambition commune. Et ça, je pense que c'est très important parce que si on ne se pose pas cette question, en fait, naturellement, au bout d'un moment, le projet continuant, on peut ne plus trouver de sens finalement dans ce qu'on est en train de faire. Et ça peut à l'inverse être un lien très important. Exactement. Si chacun trouve le même sens dans le C'est projet. Clair. Et une motivation un peu sans faille parce qu'en fait, quand on suit le sens qu'on a envie sur son projet, encore plus en couple, on a envie de se donner à 100%. Dans les couples que vous suivez, vous les suivez longtemps. Après, vous voyez que ça fonctionne pas toujours, en effet. Ça peut amener à des séparations. Oui. Nous, effectivement, on continue à suivre les projets sur toute la durée de leur projet, même après notre programme d'accompagnement. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir vu de projets qui se sont séparés à cause de leur Très projet. bonne nouvelle. Par contre, j'ai vu des projets où l'un des deux a quitté le projet parce qu'il ne se retrouvait plus dans le projet et parce que le projet ayant évolué, il n'avait plus forcément non plus la bonne place, les bonnes compétences. Et ça, c'est aussi un vrai sujet de comment est-ce qu'on accompagne le départ d'un associé, encore plus quand les vies sont aussi liées, et du coup de se poser les bonnes questions à ce moment-là. Et alors moi, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'ai eu aussi le cas d'un couple qui s'est séparé en tant que couple au cours du projet, mais qui a continué à travailler, qui est resté associé.
Et ça, c'est très lié à ce que vous disiez à l'instant, à cette question de poser le cadre, de bien poser le cadre au début. Voilà, ils ont accepté qu'ils avaient plus ce chemin de vie à faire ensemble, mais par contre, ils sont toujours des années après. De travail, ils s'entendent en bien. collègues, ils sont au top. Karel, les histoires d'amour finissent mal en général, chantait Catherine Ringer. D'un point de vue financier, justement, est-ce qu'il y a des précautions à prendre au cas où ça tournerait mal ? Oui, complètement. Nous, c'est vrai qu'on recommande aux entrepreneurs quand ils se lancent, et encore plus quand ils sont en couple ou qu'ils entreprennent avec un proche, un ami, quelqu'un de la famille, de mettre en place un pacte d'associés. Vraiment pour déjà se poser les bonnes questions, parce que le pacte d'associés permet de se poser ces questions-là. Alors, c'est quoi un pacte d'associés ? Un pacte d'associés, c'est un contrat qui est passé entre les trois parties prenantes, en tout cas entrepreneurs, qui vont se mettre d'accord ensemble sur les conditions si malheureusement un était amené à quitter l'entreprise, si l'un voulait quitter de lui-même l'entreprise, etc. C'est un ensemble en fait de règles qui protègent à la fois le projet, mais qui protègent aussi chacun des associés restants ou quittant le projet. On fait ça où ? Chez qui ? Chez un notaire ? On fait ça on peut faire ça avec un avocat. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de templates qui existent si les entrepreneurs veulent le faire eux-mêmes, mais c'est bien de le faire relire par un avocat, et surtout, il permet d'aller plus loin dans les questions qu'on peut se poser. C'est un peu comme un contrat de mariage, quoi. Exactement. Mais d'associés. Exactement. Et d'ailleurs, je reviens sur le Drive tout nu, mais nous, on a, au-delà de les avoir accompagnés, on a aussi un fonds d'investissement, on a investi dans le Drive tout nu, et nous, c'était un critère qui était super important de leur demander dans leur pacte de aussi mettre des clauses en cas de rupture, en cas de potentiellement malheureusement de divorce, et du coup de savoir qui continuerait le projet, s'ils ne souhaitaient pas le continuer à deux, pour leur permettre de se poser les bonnes questions, protéger leur projet, les protéger eux et protéger les investisseurs. Ça aussi. marche en couple ou en amis ou entre frères et sœurs. Exactement. Avec qui que ce soit qu'on souhaite construire un projet, il faut faire ce pacte. Exactement, c'est vraiment important, et beaucoup d'entrepreneurs malheureusement le négligent, et encore plus quand ils sont amis. Ça, c'est particulièrement parce que on est amis, on se dit bah voilà, on se connaît bien, on a déjà fait des projets ensemble, exactement. Et souvent les amis ne mettent pas des pactes d'associés en place, et c'est vrai que moi j'ai dû accompagner des départs malheureusement d'associés un peu difficiles parce que ces questions ne s'étaient pas posées à l'origine du projet. Et alors, si ça ne va pas fort quand même dans ce type d'association, que ce soit avec, on l'a dit, en couple, des amis, des proches, est-ce que quand même il y a des ressources, des livres ou des modèles à suivre voilà, pour être accompagné dans ces moments difficiles ? Oui, déjà nous, la première chose qu'on recommande avant même d'en arriver là, c'est de vraiment se faire des retours. C'est super important parce qu'on a tendance à penser quand on travaille ensemble qu'en fait on se fait des feedbacks au quotidien, on se fait des retours. Mais nous, ce qu'on commence par faire dans ces cas-là, c'est organiser une médiation autour de la gestion de conflits pour voir si voilà, la fin est la seule solution, ou en fait si c'est un conflit qui peut être réglé. Du coup, on va prendre chaque personne indépendamment l'une de l'autre de manière individuelle pour vraiment aller creuser le sujet, et ensuite on va les réunir ensemble et voir s'il y a une manière de pouvoir résoudre ça. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, il y a effectivement des nombreuses ressources qui peuvent être écoutées et pour pouvoir passer à l'action. Et moi, la chose que je recommande le plus, c'est d'aller parler avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu ça, parce qu'en fait, c'est là où vous avez les conseils les plus concrets, les plus applicables. Mais où est-ce qu'on les directement. trouve, ces entrepreneurs ? On va frapper à quelle porte ? Oui, alors déjà, je pense que vous pouvez contacter, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez contacter les entrepreneurs qui vous inspirent directement, parce que vous serez assez étonnés de voir à quel point ils sont aussi disponibles, parce qu'ils ont vécu ces sujets-là. Et après, il existe de nombreux réseaux d'entrepreneurs pour le coup. Nous, par exemple, chez Make Sense, on a une grosse communauté d'un peu plus de 5000 entrepreneurs qui échangent à travers une plateforme, à travers nos différents programmes. Et c'est aussi, je pense, à travers ces réseaux-là qu'on vient trouver du soutien dans ce cadre de situation. Exactement. Allez, je vous propose d'écouter une dernière fois le témoignage de Salomé. Elle a donc changé de vie avec Pierre, son mari. Mais attention, ils ont tous les deux une personnalité très différente. Salomé se pose énormément de questions, elle est très cérébrale. Pierre, quant à lui, est plus fonceur, plus terrien. Sauf que quand ils ont lancé leur petite entreprise, eh bien, ils se sont rendus compte que les deux s'équilibrent en réalité. Ils se font du bien l'un à l'autre. On écoute. J'ai la chance incroyable d'avoir un mari du coup et associé qui voit toujours la vie avec des lunettes roses en fait. C'est-à-dire qu'il voit tout dans le positif. Alors
Ça peut avoir un côté agaçant des fois parce que quand le lave-vaisselle est bloqué sur un rond-point, que les 1 milliard de bocaux sales s'accumulent au drive tout nu, qu'on n'a pas été livré à temps, que les clients vont pas avoir de trucs et que lui, il est hyper zen et tout, ça fout les nerfs des fois. Mais je me dis, mon Dieu, mais quelle chance de regarder en fait en permanence le monde à travers le verre à moitié plein. Le bonheur, ça dépend vraiment que de soi, quoi. Ça dépend du regard qu'on porte sur le monde, du regard qu'on pose sur l'aventure qu'on est en train de vivre. Et vous avez toujours 2 façons de regarder une galère. Donc, arriver à regarder le monde avec les mêmes yeux que Pierre, voilà, j'aimerais bien y arriver, ce serait trop bien. Karel Herzog, on va élargir un peu maintenant la notion de couple, si vous voulez bien. Vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure. Ceux qui ont le plus de soucis quand ils entreprennent ensemble, ce sont les amis, parce qu'ils pensent que tout va aller bien. Est-ce qu'en famille, ça se passe aussi comme ça, si on le fait avec ses parents, avec son frère, sa sœur, ou est-ce que ça a tendance à mieux se passer ? Ouais, c'est vrai que les enjeux en fait sont les mêmes que en couple, à savoir le besoin de communiquer facilement pour pas risquer d'entacher ces liens familiaux, le fait de se créer aussi des moments de coupure pour que ça vienne pas justement heurter la vie de famille. Après, effectivement, je pense que le sujet en plus particulier à la famille, c'est que au-delà des 2 personnes ensemble qui entreprennent, il y a tout un environnement familial autour. Et du coup, les moments de coupure et la communication sont encore plus importants parce que il n'y a pas que eux qui sont impactés. Et les dîners en famille, etc. Il faut éviter quand même de monopoliser la parole, par exemple. Sûr. Et alors, c'est quoi selon vous les critères pour reconnaître ce fameux partenaire parfait pour changer de vie à 2 ? Assez naturellement, on a tendance à penser que avoir un partenaire parfait, c'est un partenaire où les compétences, entre guillemets, métiers, sont inversées. Mais en fait, je pense que au-delà de ça, ce qui est vraiment le plus important à se poser comme question, c'est on va avoir un partenaire qui va être sur toute une vie du projet, voire toute une vie tout court dans le cadre de personnes qui entreprennent en famille et en couple. Et du coup, c'est aussi se poser la question de, en fait, est-ce que j'ai suffisamment confiance en la personne pour, comme le disait Salomé, lui donner vraiment son espace de décision. Et je pense que pour moi, avoir un partenaire parfait, c'est une personne où on se sent en capacité de lui donner autant de confiance, effectivement. Alors, dans votre organisation Make Sense, vous faites grandir des startups. Est-ce que vous avez un genre de projet idéal ? Est-ce que le Drive tout nu, c'est un projet idéal pour changer de vie en couple ? Est-ce que vous avez des idées de projets où ça fonctionne bien d'être à 2 en couple ? En fait, je pense que la vraie question à se poser derrière tout ça, c'est est-ce que je suis fait pour... Est-ce que mon couple, est-ce que moi, à titre individuel, je suis fait pour la vie entrepreneuriale ou pas ? En fait, monter un projet, c'est quand même changer de métier au continu, parce que son métier évolue énormément, c'est avoir énormément d'incertitudes. Et je pense que sur une vie de couple, lancer un projet peut être une super aventure, mais je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Et après, il y a plein d'autres manières aussi de s'engager en couple. Mais dans l'entrepreneuriat. tous les couples que vous avez suivis, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué ? De dire, tiens, ils ont monté ça ensemble, ils ont monté ça le Drive tout nu, effectivement, est un parfait exemple. We Dress Fair, dont je parlais tout à l'heure aussi. On a accompagné aussi un autre projet qui s'appelle Latitude. Alors malheureusement, eux se sont séparés depuis. Et alors, c'est quoi Latitude ? Latitude, c'est une communauté de citoyens qui ont des compétences technologiques et qui vont les mettre au service de porteurs de projets à impact. Vous passez combien de temps à travailler comme ça avec eux ? Moi, je travaille avec eux au quotidien. Pour le coup, c'est un programme d'accompagnement d'1 an. Pendant 8 mois, on va les suivre vraiment toutes les semaines et passer notre temps au quotidien. Et ensuite, C'est-à-dire que vous allez les voir dans l'entreprise, vous regardez ce qu'ils font, vous les aidez Oui, la plupart du temps, ils sont carrément dans nos locaux. On leur offre des bureaux pour qu'ils puissent être sur place. Et en fait, c'est vraiment important de pouvoir être là au quotidien parce que justement, c'est tous ces petits signaux faibles qu'on ne voit pas. Justement, si ça ne se passe pas bien en couple, en fait, naturellement, ils vont pas forcément penser à nous le dire. Par contre, nous, en les côtoyant au quotidien, on le voit et du coup, ça nous permet d'aller vers eux et de pouvoir discuter, leur permettre d'avoir un espace d'échange, leur pousser les bonnes ressources. Et je pense que cette proximité est essentielle dans ces premières phases de développement de projet. Et ça marche. Vous sentez que... Est-ce qu'il y a des difficultés ? Vous retrouvez souvent les mêmes difficultés au départ ? Oui, bien sûr. Je pense qu'une des principales, c'est l'alignement des fondateurs, donc en couple ou pas en couple, autour de la vision, des valeurs, de la raison d'être. Ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a toutes les questions propres à l'entrepreneuriat.
trouver les bons financements, trouver les bons clients, qui ça Mmh. pour le coup est un vrai sujet. Et après, nous, on a une spécificité parce qu'on n'accompagne que des projets qui ont un impact social ou environnemental. Et il y a aussi tout ce travail autour de la définition de son impact, de travailler sa mesure Bien sûr. de son impact Montrer et de qu'il y a s'assurer réellement qu'elle un impact reste environnemental exactement. ou social. Merci beaucoup, Karel Herzog, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On rappelle, Adèle, les 3 conseils du jour. Oui, et alors je vais même tricher, je vais en dire 4, mais Wow. hyper vite, parce que c'était vraiment super riche. Conseil numéro 1, c'est de se dédier ces espaces-temps de ressources et d'exploration individuelle, que ce soit des jeudis, des mardis ou des samedis du Love. Vous avez toutes les possibilités. Conseil numéro 2, c'est communiquer, communiquer et communiquer. Et formaliser aussi, on en a parlé, cette association particulière que ça peut être, que ce soit en couple ou en famille ou avec des amis. Conseil numéro 3, se répartir les tâches avec un vrai pouvoir de décision et de veto. Et conseil numéro 4, c'est vous, Karel, qui l'avez dit à l'instant, choisir son partenaire selon le bon critère, et c'est celui de la confiance et non pas seulement celui des compétences.